Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Certaines voix, comme celle de Saadani, entre autres, parlent du général Tawfiq comme étant en train de revenir en force sur la scène politique d'une toute autre façon que celle qui fut longtemps la sienne. Cette fois-ci, il serait en train de s'exprimer, j'allais dire, physiquement, de se forger une dimension de pôle politique d'opposition, mais d'une opposition d'un genre assez particulier. Une opposition qui couperait à travers champs pour aller droit au but, celui de la participation à la prise de décision politique pour la suite des événements, c'est-à-dire pour la succession du président en titre qui pourrait survenir avant la fin de son mandat. Mais cette fois-ci, pour le général Tawfiq, c'est qu'il est dehors et qu'il veut revenir dedans. Certains observateurs balayent du revers de la main une telle éventualité et affirment mordicus que Tawfiq est mort de sa belle mort politique, qui ne pourrait plus jamais revenir sur le champ des opérations. Or, ces gens oublient un peu vite que le général Tawfiq est attaqué avec une rare violence ces derniers temps, par les relais, les porte-paroles, les médias, qui sont les voix du régime, du clan présidentiel plus précisément. Et là, la question se pose, si Tawfiq était mort et enterré, comme le prétendent certains, qui ne représente plus une quelconque menace pour le dit clan, pourquoi alors celui-ci le fait-il charger avec une telle violence? Comme ça, juste pour le plaisir? Des initiatives personnelles des uns et des autres? Allons donc. Oui, le régime est dans tous ses états, en effet. Il est en train de perdre son sang-froid et ses moyens, mais il est encore en mesure de contrôler ses troupes, que l'on ne s'y trompe pas. Et en l'occurrence, personne, pas un seul parmi ceux qui s'expriment en son nom, ne se permettrait de lancer de telles attaques d'une telle envergure sans en avoir été chargé expressément, dans le détail, voire même mot à mot. Ces attaques ont été soigneusement préparées et confiées aux uns et aux autres, sans l'ombre d'un doute, par le plus haut sommet du clan Bouteflika. Et leur niveau, le niveau de ces attaques, le plus grave imaginable, n'est pas fortuit non plus. Il faut rappeler que Tawfiq a été accusé d'avoir manipulé non seulement une action terroriste, mais une dynamique terroriste qui menaçait la stabilité de tout le pays, nous a-t-on dit en direct à la télé. Et ce serait, selon l'accusateur qui a proféré de telles, qui a fait de telles révélations, c'est grâce à l'aide des Américains que ce complot aurait été déjoué. Côté arabe, le niveau des accusations est tout aussi grave. Il est cité dossier homme, c'est le cas de le dire, pour de véritables crimes économiques. Et là aussi, la question se pose. Qu'est-ce qui incite à de telles révélations par un régime qui a lui-même couvert de telles exactions économiques et qui les a activement couvertes, si tant est qu'elles sont fondées? Pourquoi? Pourquoi lancer de telles accusations? Pourquoi là aussi une telle charge si Rabrab ne représente aucune menace? Mais au-delà de cette guerre ouverte et des graves développements qu'elle peut induire, d'autres questions se posent aussi. Pourquoi, subitement, l'armée est-elle vraiment devenue, cette fois-ci, la grande muette? On ne l'entend plus. Pourquoi ces chefs sont-ils devenus tellement invisibles, tellement muets?
ont-ils été neutralisés à ce point par le clan des Boutefs? À un point où ils n'émettent pas le plus petit soupir. Eux qui d'habitude s'expriment sur tout et pèsent sur tout. Et pourquoi soudainement ces manœuvres militaires à la frontière avec le Maroc? Pourquoi maintenant? Préparation d'un scénario B éventuel pour détourner l'attention des opinions publiques au cas où? Et d'autres questions. Quelles sont par exemple les chaînes de télé qui vont être agréées? On parle d'une douzaine, parmi la cinquantaine qui vont être fermées. À qui appartiennent celles qui vont pouvoir continuer à exister? Et les personnels des autres, celles qui vont être fermées, sans autre forme de procès, puisqu'elles n'existent pas légalement. Savent-ils qu'ils vont perdre leur emploi, eux qui sont des milliers? Une autre question, que signifie cette sortie très récente de Rabrab, qui vient d'annoncer sur France 24 qu'il a décidé de mettre la majorité du capital du groupe Al-Khabar à la bourse d'Alger, pour permettre, nous dit-il, à tous les Algériens de prendre des actions dans le groupe Al-Khabar, y compris la chaîne de télévision KBC. Or, si la télé KBC est fermée, comme les autres, puisqu'elle n'existant pas légalement, comment pourrait-il la vendre à tous les Algériens, même si la justice n'annule pas la transaction qui lui a permis d'acquérir le groupe? Pourquoi, malgré cette effervescence qui agite le régime et qui risque de produire des effets totalement incontrôlables, la société civile continue-t-elle de sombrer dans une telle léthargie? Ils sont où les opposants, les intellectuels, les journalistes? Ils sont où toutes ces personnalités à qui on prête tant de poids aujourd'hui? Algérie Focus. Ammar Saadani accuse et révèle le général Tawfiq souhaite revenir et s'imposer à travers d'autres relais. Par Abdou Semmar. Le Huffington Post. Saadani charge la pieuvre de Tawfiq. Si Rebrab mélange la politique et l'argent, il perdra l'argent. Par Heba Selim. Algérie1.com. Saadani à Tébessa, c'est le général Tawfiq qui veut racheter le journal El Khabar. Par Abbas Zineb. Aujourd'hui avec nous, Sami Oussedik, coordinateur général d'Ibtikar, Abdou Semmar, journaliste, Larbi Zouemia, analyste politique. Je vais commencer par Abdou Semmar, puisqu'il nous a demandé de le libérer assez tôt. Abdou Semmar, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamal. C'est toujours un plaisir de te rejoindre. Malheureusement, pour les obligations familiales, je suis obligé de vous quitter plus tôt. Sinon, tu connais toujours mon plaisir de rester avec vous le plus longtemps possible. Tout le plaisir est vraiment partagé, Abdou. Alors, Abdou, le pays est déjà dans une situation très difficile, situation économique aux perspectives très très sombres, pour le moins qu'on puisse dire, au point où ça commence même à se ressentir. Le dinar est en train de sombrer face à un euro qui est en train de s'envoler. L'immobilier commence à chuter, mais de façon vraiment inquiétante, et d'autres problèmes du genre. Or, la guerre des clans fait rage. Est-ce qu'elle ne risque pas de compliquer davantage une situation économique qui est vraiment en train de plonger du nez? Elle ne risque pas, elle la complique déjà. C'est-à-dire que la situation économique en pâtit dès maintenant de cette guerre de clans qui dure et qui dure. Et encore une fois, cette guerre de clans témoigne de l'inconscience et je dirais même du manque de patriotisme, je l'assume, de ces dirigeants qui sont complètement inconscients au moment où le pays a besoin d'une véritable union nationale, d'un véritable nouveau projet pour recréer une nouvelle économie où nous sommes réellement en danger. La situation est très turbulente, avec un prix de pétrole qui joue au yo-yo, avec un dinar, comme tu l'as dit, Jamel, qui est en train d'être dévalué comme pas possible, avec un pouvoir d'achat en chute, avec une jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi et qui ne trouve pas du boulot. Donc tous les ingrédients d'une situation explosive, d'un scénario à la vénézuélienne. Et là, et nous dirigeants se battent entre eux sur qui c'est qui habite tel chalet à Club des Pins, sur qui c'est qui peut prendre tel poste au DRS, sur qui c'est qui peut parler au général Tawfiq,
sur qui c'est qui peut satisfaire Saïd Bouteflika, sur qui c'est qui peut satisfaire la cousine ou le cousin de Saïd Bouteflika. C'est d'une inconscience totale, et ça dénote l'incompétence de ces dirigeants, et c'est la preuve qu'en Algérie, il ne peut pas y avoir des performances économiques sans un véritable changement politique. Saadani, publiquement, hein, il a dit publiquement, à TBSA, il a accusé les deux en une fois. Il a dit non, Rabarab, c'est Toufik qui est derrière. Donc là, il identifie un peu le clan qui est en train d'attaquer le clan présidentiel. Donc pour lui, Rabarab menace le régime et Toufik serait en train de renaître de ses cendres et de rallier autour de lui des forces qu'on croyait un peu complètement neutralisées. Votre avis, Abdo? Le général Toufik n'est jamais mort. Tant qu'il ne s'est pas présenté devant un tribunal militaire pour nous expliquer ce qui s'est passé sur l'affaire du général Hassan, tant qu'il n'a pas parlé publiquement pour expliquer aux Algériens la mort de Boudiaf, l'Abyssinie noire et tout ce qui s'est passé autour de notre pays depuis 25 ans, tant que personne ne lui a demandé des comptes, il n'est pas mort, il est toujours puissant. De ses logements, de sa retraite dorée, il continue à faire des manœuvres politiques, c'est connu. Mais pourquoi puissant, Abdo? Pour les dossiers qu'il tient sur tout le monde, y compris des chefs d'État étrangers, pourquoi serait-il puissant? Il serait puissant pour avoir Jamel, on ne dirige pas 25 ans au DRS sans avoir et on le quitte du jour au lendemain sans avoir plusieurs cartes et plusieurs atouts. On ne reste pas 25 ans au DRS, on le dirige. Il était, je rappelle nos téléspectateurs, l'un des plus anciens et plus vieux dirigeants de services secrets. De deux, il a dans son entourage un certain nombre d'officiers qui ont été certes mis à la retraite, mais quand on est officier du DRS en Algérie, on fait les affaires, on a des réseaux internationaux, on a un puissant réseau au sein des administrations. Il ne faut pas oublier que les officiers supérieurs du DRS géraient les daïras, les mairies, les cabinets des ministères, les structures militaires et civiles. Donc tous ces réseaux-là qui étaient sur place depuis 25 ans ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Leur influence sur le cours des décisions, elle est là. Leur influence médiatique, parce que tu le sais très bien, Jamal, tu es bien placé pour savoir qu'il y a eu des chapelles médiatiques entières qui ont été acquises au DRS pendant des années, elles ne vont pas tomber tout de suite. Maintenant, mais contrairement à ce que mes frères comme Saïdani donnaient au général Toufik un poids aussi important, c'est tout simplement un leurre. Il y a des différends au niveau de la succession de Bouteflika, il y a des différents au niveau de la gestion, de la restructuration des services de sécurité, etc. On a vu la sortie de Anis Rahmani, le directeur de Nahar TV, comment elle était violente. Elle dénote, elle a d'ailleurs précédé la sortie de Saïdani, et elle dénote du poids des différends qui existent encore. Ceci dit, le bon sens voudrait que ces gens-là puissants, ils voudraient au moins qu'ils pensent 1% de leur nuit au pays. C'est-à-dire on leur demande de penser à 1% des cas au pays. Ce n'est pas du tout le moment pour l'Algérie de s'entre-déchirer encore. La situation d'Algérie économiquement, elle est pire que celle de 2014. Et s'ils avaient un peu de bon sens, ils comprendraient qu'il est temps de laisser des technocrates, des cadres travailler honnêtement et sans entrer dans des luttes de clans. Mais Abdo, moi j'aimerais comprendre une chose. Lorsqu'on dénie, au général Toufik cette importance que lui prête Saadani et les autres, et cette capacité de nuisance que lui prêtent Saadani et les autres, qui parlent donc très certainement au nom de Saïd Bouteflika lui-même, pourquoi l'attaquerait-il aussi violemment, comme cette attaque d'Anis Rahmani et de Nahar? Jamais on n'a assisté à une attaque aussi violente, aussi gravissime. On n'attaque pas quelqu'un qui ne représente aucune menace de cette manière. Il n'y a pas de raison. Non, tu sais pourquoi? Oui. La réponse, elle est claire. La réponse, Jamal s'appelle Chakib Khalil. Ni Général Toufik, ni ses proches, ni aucun membre du clan du DRS n'avait pensé qu'un jour, Chakib Khalil allait retourner au pays, allait parader de cette manière dans les avias et allait créer son innocence. Et le retour de Chakib Khalil met de fait le général Toufik et ses membres et ses amis dans la merde, pardonne-moi l'expression. Oui. Si ce ministre revient le plus normalement possible, il dit qu'il est innocent, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le procès sur la traque, etc., sont des affaires montées de toutes pièces, ou qu'est-ce que cela signifie? Il faut qu'il y ait des gens qui rendent des comptes. En plus, le Chakib Khalil revient au moment où on parle des cadres emprisonnés injustement durant les années 90 et durant le règne du DRS. Il y a 40 000, on parle de 40 000 cadres, Jamel, qui ont fait la prison de manière gratuite et innocente. Ce retour va inaugurer
le cycle des comptes, le cycle bah, on va rappeler peut-être qu'il y aura, peut-être qu'on va assister prochainement à un Nuremberg à l'algérienne. Il faut qu'il y ait des gens qui rendent des comptes. Donc, le retour de Chekib Khalil, on l'a bien vu, il a été attaqué, il a été torpillé, il y a des cercles médiatiques qui bougent, il y a des initiatives, etc. C'est ce retour-là que le clan présidentiel veut faire passer en silence. Ils veulent nous imposer un retour à Chekib Khalil de manière pacifique et de manière normale, ce que les adversaires ne peuvent pas accepter parce que le retour aux commandes de Chekib Khalil signifie que les anciens du DRS doivent rendre des comptes devant les tribunaux. Et donc, ça signifierait que les anciens du DRS sont en train de bouger de façon évidente et de façon menaçante même pour le régime. Est-ce qu'ils sont capables de faire tomber le régime? Moi, je ne crois pas. En fait, ils font partie du régime. Si tu veux, c'est le même serpent qui a plusieurs têtes. C'est l'une des têtes de ce serpent. Eux-mêmes, ils n'ont pas intérêt à ce que le régime tombe. Ils veulent juste renégocier, redistribuer les cartes et garder leurs acquis, maintenir leurs affaires dans le secteur des importations. On a vu la question des licences d'importation. Allons enquêter qui a décroché les licences d'importation de véhicules. Allons savoir qui sont les gens qui sont derrière ces licences, etc. Ils veulent garantir leur rente, etc. Et on le voit bien. Maintenant, est-ce qu'ils sont menaçants pour le clan présidentiel? Ils le sont uniquement s'ils arrivent à mettre en péril leur projet de succession. Qu'est-ce que vous pensez de la justice est-ce qu'elle va être actionnée comme dans l'affaire El Khabar? Est-ce qu'elle va être actionnée dans l'affaire éventuelle de Rabrab? Encore qu'il semble qu'il y ait des développements tout récents qui peuvent laisser croire qu'il y a un arrangement à l'amiable qui se profile à l'horizon. Mais la justice, d'une façon générale, est-ce qu'elle va être encore actionnée pour régler des comptes? La justice, quand même, Jamal, la justice, il faut absolument faire une annonce dans tous les journaux algériens et nationaux et dire, si vous voyez un juge en Algérie dans les rues, faites-nous signe pour qu'on l'attrape. Elle est complètement absente. Les juges sont otages d'une situation politique qui les dépasse organiquement et politiquement et de manière légalement. Ils n'ont aucune marge de manœuvre et dépendent de la décision politique. Donc ils sont complètement effacés. Il y a malheureusement, et je le dis, je l'assume, très peu d'hommes courageux parmi la corporation de nos juges. Très peu d'hommes courageux, le peu de juges qui essaient de contester l'ordre établi et de dire nous devons enquêter, etc., ils sont réprimés en silence. Leurs confrères et leurs consoeurs ne sont pas solidaires, ils cherchent que des logements de fonction et des salaires. Troisièmement, la décision politique instrumentale de la justice, quand M. Taïeb récemment nous dit voilà, il y a eu des progrès, on a baissé le taux des mandats de dépôt. Mais heureusement, c'est une évidence. On avait des Algériens qui passaient 5 ans en prison pour des mandats de dépôt. Après, on va les libérer, on va dire qu'ils sont innocents. Alors que le monsieur ou la dame, ils ont passé en détention préventive 5 ans. C'est-à-dire l'évidence devient un acquis en Algérie. On l'a bien vu. Nous, on a sorti des dossiers. Panama Papers, il y a eu des numéros de compte. On a donné des appartements des dirigeants algériens à l'étranger. Aucun appareil judiciaire n'a pu bouger. La décision politique aujourd'hui, elle empêche la justice de bouger. Pour que la justice puisse bouger, il faut que les juges se manifestent et se rebellent. Deux, la décision politique, elle va employer la justice pour arranger ses intérêts. Abdou, je ne le pense pas. Abdou, j'ai cru entendre. Pression et arracher des accords. Abdou, j'ai cru entendre une phrase qui m'a un peu étonné. Très peu de juges réagissent, s'opposent, dénoncent. Est-ce que c'est le cas? Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un seul juge qui est vraiment rué dans les brancards et qui ait dit non, moi je suis un juge, j'ai des attributions constitutionnelles, je peux m'autosaisir, je peux convoquer X, Y, Z pour avoir dépassé ou violé la loi. Moi, je n'ai jamais entendu parler de tel juge. Il y a eu des Vous en connaissez? Il y a eu dans l'Algérie profonde. J'ai parlé, par exemple, il n'y a pas longtemps d'un juge de la cour de Ain Defla qui a défié l'OLI, etc., l'établissement, les autorités locales pour faire condamner le fils d'un secrétaire général qui avait violé une fille. Et il voulait faire passer cette affaire sous silence. On a des juges qui sont dans des régions à l'intérieur du pays, qui osent, qui essayent de faire. Oh, voilà. Par contre, il est vrai, on n'entend pas parler d'eux. Un, parce que la presse n'en parle pas. Deux, parce qu'eux, ils ne veulent pas communiquer. Ils croient qu'ils doivent militer de l'intérieur. Et troisièmement, ils sont très peu nombreux. Effectivement qu'ils sont très peu nombreux. Mais d'ailleurs, ce n'est pas des individus qui peuvent changer les choses. Il nous faut des mouvements. Il nous faut regarder le mouvement des avocats en Tunisie et son rôle qui est important qu'il a joué lors de la révolte
lors de la révolte de 2011 lors du printemps tunisien. Il ne faut pas qu'il y ait 2 ou 3 ou 5 juges. On a plusieurs milliers de juges. Je pense que leur nombre dépasse 4000. On n'a pas les statistiques exactes. Tout ça, c'est pas très transparent. Si on avait 400 ou 500 juges qui pouvaient bouger à travers le pays, là, on peut parler de mouvement. Mais 2 ou 5 individus, j'en ai fait l'expérience, Jamel. Nous, dans la presse, tu nous vois. Si on est 5 ou 6 journalistes qui parlent comme ça, que ça va changer. Ça fait du bruit pour rien. En tous les cas, Abdou, en tous les cas, Abdou, merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Et si jamais vous entendez parler de magistrats de ce que vous nous décrivez, qui disent non à l'injustice, qui réagissent, qui s'autosaisissent ou qui ont été sanctionnés pour ne pas avoir voulu obéir aux injonctions, j'aimerais bien que vous nous en parliez, que nous fassions une émission sur eux, ou plusieurs émissions, s'il le faut, une émission pour chaque magistrat qui s'est révolté contre cette injustice. Merci beaucoup, Abdou, au plaisir. Je vais recevoir à présent Sami Oussaddiq. Merci d'être avec nous. Bonsoir, Sid Jamel. Bonsoir à vos téléspectateurs. Alors, avant de commencer à parler de sujet d'aujourd'hui, nous allons montrer des extraits de vidéos de Berbère TV et de France 24 où nous allons voir Arbrab, où nous allons voir au début comment il était quasiment belliqueux, empli d'énergie, décidé à en découdre. Et dans la deuxième vidéo que nous allons voir, vous allez voir qu'il fait profil bas, qu'il parle même de régler le problème, d'aller vers une solution. Nous allons regarder, nous allons commencer par la première, celle où j'allais dire, où il affiche presque une ambition politique. Nous allons voir. Du point de vue du droit, on n'a aucun problème. Mais maintenant, est-ce que dans notre pays, il va appliquer la loi? C'est le point d'interrogation. S'ils ne vont pas bafouer la justice, on est serein, on n'a absolument aucun problème. Mais maintenant, si c'est le fait du prince, on verra, on va se battre. Ils ne veulent pas d'abord Aïva Radivan, Akvayin Adivan, d'une part, ou quand il y a Ninikinien Neljehansen, ils ne m'auraient pas fait ce qu'ils sont en train de me faire, d'une part. Deuxièmement, ils ont peur pour leur pouvoir. Ils se disent, si ce bonhomme continue encore à progresser, il risque demain de venir prendre le pouvoir qui, aujourd'hui, ils essayent absolument de bloquer toute personne qui essaierait d'émerger. Nous allons regarder la suite. Regardez. Aujourd'hui, pour régler définitivement ce problème, pour prouver que je n'ai aucune ambition politique. Mon ambition, c'est le développement économique de l'Algérie. Donc, un changement vraiment signifiant entre ces premières déclarations à Berbère TV et celle-ci. Mais sinon, écoutez la suite. Le groupe Cévital, que je préside, a décidé de mettre la majeure partie des actions du groupe El Khabar, y compris sa chaîne de télévision, à la Bourse d'Alger. Que tous les Algériens prennent des actions au niveau du groupe El Khabar. Je vends la majeure partie des actions du groupe El Khabar au public. Et si l'opération boursière pour le groupe El Khabar se passe bien, et nous serons même prêts à mettre à la Bourse d'Alger les actions de l'ASAEC, c'est-à-dire du journal Liberté. Dont acte. Sami Oussaddiq, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un léger, pour le moins, un léger fléchissement dans l'attitude de Rabrab? On se le sent plus conciliant,
comme s'il était décidé à aller vers un règlement? Vous n'avez pas senti ça? Écoutez, je pense que d'abord, il faut revenir à la genèse de l'affaire. Et ce que je vais en dire, c'est que M. Arbra, qui, au-delà d'être un affaire, c'est une appellation qui n'aime pas, est d'abord un capitaine d'industrie. Capitaine d'industrie arabe qui a quand même créé pas mal de richesses, mais là aussi, il faut raison garder sur l'histoire du capitalisme algérien depuis les années 90. C'est ce transfert du monopole public vers des monopoles privés, il faudra peut-être un jour en parler. Mais ce n'est pas l'objet de votre mission ce soir. Sur le fléchissement de la position de M. Arbrab, je crois que lui aussi est en négociation avec ce pouvoir. Et je comprends très bien que le capitaine d'industrie qu'il est, face à ce qui se passe, ait une décision en tout cas un avis qui fluctue pour mieux ajuster ses positions. Je me félicite et j'espère que ce qu'il dit sur la mise en bourse du capital d'Al-Khabar, du groupe Al-Khabar et Demain de Liberté, sera une vérité. Pourquoi? Parce qu'il suffit aujourd'hui d'avoir les forces de l'argent et la matrice qui aujourd'hui monopolisent les médias. Il est temps qu'il y ait des médias citoyens qui puissent véritablement refléter la réalité de la société, mais également les aspirations des citoyens. Parce que dans toutes ces discussions, et là, permettez-moi d'enlever la casquette de commentateur politique, qui n'est pas la mienne. Moi, en tant qu'homme politique, je dis, mais où est le citoyen dans toute cette affaire? Où est l'avenir de l'Algérie? Ça suffit, toutes ces questions-là sur les clans. Mais avant d'en arriver à développer un peu plus et à vous poser une question justement sur cette matrice, j'ai une question pour vous à ce sujet. Mais avant d'y arriver, Arbrab annonce donc qu'il va mettre en bourse le groupe Al-Khabar qu'il a acquis le plus normalement du monde. D'abord, l'affaire est en justice. Ça veut dire qu'il y a une décision suspensive. Normalement, rien ne peut se faire tant que c'est entre les mains de la justice. Il faut attendre le verdict, d'abord. Donc, ça, il ne peut pas mettre en vente maintenant, normalement. Je ne suis pas juriste. Ensuite, et surtout, c'est là la question où je voulais venir. La question est... vous m'entendez, Sami Osder? Oui, je vous rajouterai juste un point, que pour rentrer en bourse, et en la matière j'ai quelques expériences, il convient aussi de réunir quelques critères. Mais je vous en prie, allez-y. Merci. Alors, et donc, il dit vendre le groupe Al-Khabar, dont KBC. Or, KBC est menacé de fermeture par le régime avec 50 autres ou plus chaînes de télévision, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui vont acheter, si jamais ils sont autorisés, à supposer par exemple que la justice rende un verdict favorable à Arbrab et qu'ils mettent donc en bourse le groupe Al-Khabar. Les gens vont acheter le journal, d'accord? Mais en matière de télé, ils vont acheter un bureau, puisqu'elle ne sera plus autorisée à émettre depuis l'Algérie et qu'elle est de statut étranger, jordanienne ou allemande ou je ne sais pas quoi, et qu'en fait, Arbrab est en train de vendre quelque chose qui n'existe pas, qui ne va plus exister dans quelque temps. Si Jamal, je pense que lorsque vous m'avez posé votre première question, je vous ai répondu que c'était des positions de négociation. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, il y a des marchandages, ici ou là, entre les clans, pour reprendre l'intitulé de votre émission, et les uns et les autres se positionnent avec des effets d'annonce, et ainsi de suite. Il n'en reste pas moins que quand même cette matrice, puisque vous avez utilisé le terme qui m'est cher, celui de matrice, aujourd'hui a, depuis une dizaine d'années, instrumentalisé deux choses, le droit et la justice et l'information. Et l'affaire d'Al-Khabar permet de conjuguer les deux choses. Ça veut dire, premièrement, en menaçant les télévisions qui ne sont pas dans le giron, je dirais, du pouvoir, pas de l'État, de la matrice, et deuxièmement, en disant notre instrument, c'est la justice. Abou Smar a parlé avant effectivement de la question des juges, ce n'est pas tant celle des juges, mais c'est d'abord celle de la justice et du droit qui ont été instrumentalisés par les pouvoirs. Aujourd'hui, de part et d'autre, on assiste à des effets d'annonce. Vous savez, les choses évoluent. Laissons encore un peu de temps pour voir un peu où cela nous mènera. Mais Sami Osder, justement, au sujet de cette matrice qui vous est chère, en effet, dont vous faites le centre généralement de votre raisonnement politique, et que vous expliquez très bien d'ailleurs.
Cette matrice, est-ce que depuis 62, elle qui n'a jamais changé, aujourd'hui, elle n'est pas en train de muter, puisque c'est pour la première fois, on assiste à une guerre des clans pour la succession, mais une guerre très violente, même s'il n'y a pas encore de liquidation physique. Mais jamais ça n'est arrivé. Généralement, c'est des guerres d'ego, c'est des guerres pour des espaces de pouvoir, de rente. Mais là, en l'occurrence, c'est au cœur même du pouvoir et c'est contre le clan principal qui détient le pouvoir qu'un autre clan qui était périphérique, qui est en train de s'activer. Est-ce que vous ne pensez pas que pour la première fois, cette matrice dont vous nous parlez est en train de changer fondamentalement? Écoutez, je rejoins vos dires, parce que depuis 62, la matrice, hein, ce pouvoir-là, hein, qui a évolué, mais dont le noyau, l'ADN est resté le même. Ce pouvoir-là a toujours fait un mix de ses ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient morales, qu'elles soient historiques. Hein. Aujourd'hui, on est passé à 3 étapes. Hein. D'abord, il y avait l'abondance de ces ressources, après, je dirais, la rareté, et maintenant la disparition. Or, tant qu'il y a moins de ressources aujourd'hui, les clans qui avaient pour devise, au sommet de l'État, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous sépare, cette devise, cette mode d'action, aujourd'hui est en train de disparaître, où on arrive à un moment où un clan dit, compte tenu de la raréfaction de toutes ces ressources, nous devons, nous, prendre le pouvoir. Permettez-moi un parallèle, c'est un peu une poutinisation de la vie politique algérienne. C'est une étape telle qu'a connue l'URSS, ou plutôt la Russie, pardon, mais ce n'est pas un lapsus, hein, c'est une réalité qui a permis, je dirais, aujourd'hui à un clan d'émerger, à prendre tous les pouvoirs. Sauf que, c'est faire peu cas de ce que vos auditeurs citent, ou en tout cas ceux qui ont intervenu, du DRS, que ce soit l'ASN, le DRS ou le DSS, ce sont d'abord des organismes dont tout État a besoin. La seule question qui se pose, c'est quelle est leur mission et quel contrôle démocratique. Aujourd'hui, malheureusement, ni leur mission en partie, ni le contrôle démocratique ne sont ce qu'un État démocratique veut. Or, aujourd'hui, ce Il n'est pas mort. Il ne sera pas mort. Et pour cause, Sami Osseddek, justement, comment et pourquoi, à votre avis, le clan principal, celui qui est aux commandes, en arrive-t-il à lancer de telles accusations aussi graves contre le Tawfiq, l'ancien DRS, l'ancien patron DRS, l'accusant rien de moins que d'avoir fomenté une dynamique terroriste contre le pays, qu'il aurait été heureusement éventé par les Américains eux-mêmes. Contre Rabrab, il l'accuse de véritables crimes économiques qui se chiffreraient en milliards de dollars, dossier en main brandi devant un écran de télévision, une caméra de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, à votre avis, en sont-ils arrivés à une telle violence? Se sentent-ils menacés à ce point? Bien écoutez, ça fait déjà plus de 2 ans que je dis le mur avance. Tout le monde voit la catastrophe. Personne ne sait faire. Aujourd'hui, un des groupes a décidé de dire ce n'est plus un jeu à somme variable. Je m'explique. C'est-à-dire, vous pouvez gagner 20, moi 80 ou l'inverse. Aujourd'hui, c'est un jeu à somme nulle. Ça veut dire, moi, je gagne tout et vous perdez tout. Or, c'est la négation du type de gouvernement ou de gouvernance qui existe depuis 62. On arrive dans une étape totalement inédite. L'avenir aujourd'hui est totalement incertain. Et permettez-moi, si vous le permettez, d'enlever ce que je vous disais, la casquette de commentateur. En tant qu'homme politique, ce qui m'intéresse, c'est quel avenir nous allons proposer à cette Algérie dont l'immense majorité a moins de 35%, à qui on renvoie le passé, qui aujourd'hui, que ce soit à la matrice et ailleurs, propose un projet pour cette Algérie. Nous restons aujourd'hui totalement muets, englués dans des luttes de clans. Effectivement, il faut s'y intéresser. Mais si on est un homme politique, si on a la notion de l'histoire et je dirais la notion de la responsabilité, c'est de pouvoir architecturer quelque chose pour le peuple algérien, pour l'avenir. Nous allons y venir, je reviendrai à vous pour vous parler de ça justement, de ce que vous voyez comme perspective possible. Je reçois à présent l'Arbi Zouaimia qui nous parle depuis Washington. L'Arbi Zouaimia, merci d'être avec nous.
C'est le khair, si Jamal Zulfellak. Mes salutations à votre invité. Je ne suis pas encore à Washington, je suis au nord. Ah, d'accord. Ben, très bien. D'habitude, vous nous parlez depuis les États-Unis. C'est correct. Alors, Oui. dans cette guerre des clans, il y a l'armée algérienne qui subitement est vraiment devenue la grande muette. On ne l'entend plus. Même Gaïd Saleh, on ne l'entend plus. Et en plus, en ce moment, ils sont en train, l'armée algérienne est en train de faire des mouvements, des manœuvres, nous dit-on, à la frontière avec le Maroc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Non, je pense que... attendez, juste, j'aimerais bien souligner quelque chose parce qu'il y a certains topos qui ont été enrobés dans des ouragans médiatiques qui ont faussé parfois la description. Moi, je pense qu'il n'y a pas de clan actuellement. Il n'y a pas de clan. Il y a des gens, il y a un clan mafieux, il y a un groupe mafieux qui a ce qu'on appelle, comme on dit aux États-Unis, the doctrinal guidance. C'est son guidage doctrinal, c'est la rente, et puis il est en train de s'organiser et il croit un petit peu niveler le terrain, c'est ça le topo, mais je ne pense pas qu'actuellement qu'il y a des clans qui s'affrontent au niveau du pouvoir. Certainement, est-ce qu'il y a un clan qui veut se restructurer, qui est à l'extérieur de ce cercle possible? Mais actuellement, il n'y a pas de clan. Oui, mais là, pour rester d'abord dans ce sujet, parce que c'est très intéressant. Okay. Pourquoi, dans ce cas, alors, les relais du clan principal, celui de Saïd Bouteflika et des généraux qui l'entourent, pourquoi donc sont-ils en train de faire feu sur Rabrab et sur Tawfiq, les accusant, portant contre eux des accusations aussi graves s'il n'y avait pas de clan? Pourquoi J'aimerais bien répondre à votre première question concernant les manœuvres au niveau de la 3e région militaire. Je pense que, contrairement à ce que vous dites, bien sûr, ça c'est mon avis, et je vous remercie déjà de m'avoir donné l'opportunité pour le donner. Je pense que le chef d'état-major est visible. Il tient à une certaine visibilité. Ça c'est clair. Il y a la présence. Difficile de faire autrement quand on est aussi bien portant de l'Ahiberk. Oui. Allah, c'est l'essentiel. C'est que premièrement, il est visible. C'est un acteur du clan. C'est un acteur du pouvoir. C'est un acteur de ce cercle-là qui est en train de décider qui va être institué en tant que parrain de la rente, qui va le nommer président de la République. Mais il est visible. Maintenant, il est visible, en même temps, ça se greffe sur cette visibilité un certain succès de l'ANP, qui n'est pas imputable à Gaïd Saleh. Il est imputable à une certaine relation qui s'est développée avec les Américains, qui depuis 2013, je pense qu'il y avait un problème de transmission de data, et puis les Américains étaient fâchés même en 2014, mais je pense qu'il est devenu le courtisan des Américains, Gaïd Saleh, le général Gaïd Saleh, responsable de l'armée. Ça, c'est officiel. Il y a une coopération militaire actuellement en imagerie et en écoute qui s'opère entre les Américains et les Algériens. Peut-être qu'il y a même des groupes mixtes d'écoute un petit peu, et puis il y a un grand succès. Il existe des terroristes, et ces terroristes-là sont immédiatement neutralisés, illico. Donc, l'efficience et l'efficacité de la transmission des datas en imagerie comme en écoute, elle est systématique, elle est quotidienne, elle est de heure en heure. Et c'est pour cela que Gaïd Saleh est replacé comme un personnage clé du pouvoir. Parce que mais attendez l'Arabie Zouémia pour qu'on comprenne un peu. Ce que vous nous dites là est très important, très intéressant. Donc Gaïd Saleh devient l'ami des Américains. Ça vient confirmer un peu ce qu'a dit Chekib Khalil, qui pour la première fois a attaqué publiquement la France, puisqu'il a dit la France reste pour les Algériens l'ancienne force coloniale, alors que les Américains ont toujours été nos amis. Ça rejoint aussi le froid qu'il y a entre le régime algérien et les Français après la visite de Valls. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement géostratégique qui est en train de changer? Parce que tout simplement, les Américains ne veulent pas dépenser. Ils ne vont pas passer leur vie à dépenser quand même. Il y a un problème au niveau des États-Unis. Il y a une dette publique qui s'élève à 6 000 milliards de dollars, et c'est des résidents et c'est des entités étrangères qui la possèdent. Ça, c'est très important. On ne va pas passer toute la vie à dépenser. Donc l'Algérie, la coopération, elle est bonne. La transmission des informations, elle est bonne. Et l'efficacité de l'ANP, elle est excellente. Si je pense, je ne suis pas sûr, mais peut-être il y a même un matériel sophistiqué, thermique à peu près, de repérage et de terroristes que je peux
peux pas expliquer aussi sur une chaîne de télé, mais il semble qu'il y a une bonne coopération. L'explication que vous nous donnez, moi je ne comprends pas. Ça veut dire pourquoi les Américains, que représente l'économie algérienne par rapport aux géants américains de si pesants qui pourraient changer les équilibres? Écoutez, si jamais ce n'est pas une question d'économie, c'est une question de géostratégie. Ce n'est pas forcément que l'Américain achète chez l'Algérie, mais il passe en Grèce pour acheter, il passe par Gibraltar. Tout à fait. Et certainement qu'il y a en Golfe de Guinée, certainement l'Algérie a une position stratégique. C'est un pays qui a des frontières avec cet pays. C'est un pays, un grand pays, qui a un grand territoire, c'est-à-dire il est pivot, tout simplement. Les Américains, je pense qu'il y a aussi, ils se sont ressaisis. Mais je pense qu'ils veulent à ce que l'Algérie assume quoi? Il l'aide à assumer une partie de sa responsabilité sécuritaire à l'intérieur et par voie de conséquence, il y aura des répercussions à l'extérieur. Mais ça a toujours été le cas, l'Arabie Zouémia. Oui. Ça a toujours été le cas, cette coopération sécuritaire entre les États-Unis et l'Algérie, si tant est qu'il y a coopération, bon, enfin. Mais les États-Unis ont toujours délégué la gestion, si on peut dire, de l'Algérie aux Français. Il n'y avait pas de problème entre eux. Qu'est-ce qui explique ce changement de position géostratégique, comme vous dites? Si jamais, moi j'ai lu quelque chose dans le New York Times il y a peut-être une année à propos de certains malentendus entre l'Algérie et les Américains. Je l'ai lu. Donc peut-être il y avait des personnalités américaines qui ont aimé à ce que la transmission des données soit reprise. Ça, je l'ai lu. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les Algériens n'ont pas voulu que certains avions survolent leur territoire? Je ne sais pas. Mais dire que les États-Unis délèguent la France, non, ce n'est pas de cette façon-là. Il se peut que la France aussi défende son territoire, son impérialisme régional à peu près civilisé de la francophonie. Peut-être les Américains à un moment donné ne veulent pas froisser un membre de l'OTAN qui est aussi important, c'est tout. Mais les Américains, il y a actuellement une bonne coopération. Est-ce que les Américains... Je veux dire qu'il n'y a pas eu de conflit entre les Américains et les Français à qui contrôlerait l'Algérie. Il y a eu un accord tacite pour que ce soit la France qui s'en occupe. À un moment donné, il y a eu un problème entre les États-Unis et la France au moment des Républicains où les Américains avaient programmé d'implanter la base d'Okinawa du Japon au Sénégal. Et puis, les Américains ont averti le Sénégal, les Français ont averti le Sénégal, c'était Chirac déjà, et ça a commencé par bloquer les étudiants sénégalais et tout. Et puis, le Sénégal est rentré dans l'ordre. Mais y compris pour l'Algérie aussi. L'Algérie a voulu à un moment donné, mais je pense que Bouteflika tout simplement n'était pas en bonne position parce qu'il voulait la France pour faire peur à Tawfiq Co. Je ne pense pas qu'il a pu faire... C'est pour cela qu'il lui-même, il est retourné dans le giron de la France. Actuellement, certainement, la mission de la France en matière de clan, le clan s'est terminé. Sa mission presque au sein du pouvoir, elle est terminée. Il n'y a pas de Tawfiq. Tawfiq, on a fait peur à Tawfiq. Il y a Nazar, il y a aux autres généraux. Ils sont partis, ils sont à l'extérieur. À quoi bon demander la France maintenant? Comment ça, ils sont partis, ils sont à l'extérieur? Ils sont à l'extérieur du pouvoir. Ah, d'accord. Où est-ce qu'il est? Ils sont à l'extérieur du pouvoir. Peut-être qu'ils essaient de se recycler à travers une frange de l'opposition. Et que le pouvoir, le squelette du pouvoir, le schéma, le topo du pouvoir actuellement, il agit en symbiose. C'est une mafia. C'est sa logique. Très rapidement, l'Arabie Zouémia, au sujet de ces manœuvres à la frontière algéro-marocaine, manœuvres de l'armée, qu'est-ce que vous en pensez? Tout simplement, c'est-à-dire c'est 2 en 1, c'est un shampoing 2 en 1. C'est juste à côté du Maroc, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre du Maroc. Personne n'a les moyens, premièrement, de faire la guerre à l'autre. Deuxièmement, il y a une tendance, c'est-à-dire de pacification. Je ne pense pas qu'il y a un problème entre le Maroc et l'Algérie, en dehors de certains discours. Bon, mais je ne pense pas. Mais il se peut qu'il a placé là-bas, tout simplement, il a besoin d'activité. C'est le bonhomme qui veut une visibilité. Et je veux vous dire quelque chose, c'est que la puissance, le courage de Saadani, c'est-à-dire le courage, le fil conducteur de Saadani, comme Bouchouerb, contre Rabrab, ne vient que de Gaïd Saleh. C'est Gaïd Saleh. Donc vous pensez que ce n'est pas Saïd qui est le chef du clan, mais Gaïd Saleh? Gaïd Saleh, il a les moyens que Saïd. Il y a un président qui est malade, mais Gaïd Saleh, c'est le personnage le plus important. Maintenant, c'est qui
Il y a une personne, ils ont le candidat. S'il était le baron le plus important, pourquoi accepterait-il de garder Abdelaziz Bouteflika qui ne sert que de passade? Pourquoi n'aurait-il pas choisi un autre poulain ou pourquoi n'aurait-il pas lui-même pris le pouvoir? Non, attendez. Abdelaziz Bouteflika, il est encore vivant. Je pense oui, vivant, mais vivant, c'est très relatif pour ce qui le concerne. Hein. Vivant, ça dépend. Vivant, mais pas en tant que chef d'État. Ce n'est pas un chef d'État. Ce n'est plus un chef d'État. D'accord, mais c'est pas Zouimi El-Arbi qui a les clés de la trésorerie, c'est toujours été le frère de Bouteflika ou Bouteflika. Donc Bouteflika est vivant. Selon eux, il est vivant. Donc nous sommes dans la logique du vivant. Il est vivant. Maintenant, il est l'ami de Gaïd Saleh. C'est Gaïd Saleh qui est avec Saadani au moment des turbulences de 2013. Gaïd Saleh, certainement, ce n'est pas lui qui va décider, mais il y a un clan, il agit sans symbiose. C'est une rente. C'est une corruption, n'oubliez pas. L'arbi Zouimi, je suis obligé de vous interrompre pour une question d'équité du temps, pour permettre à Sami Ousseddiq de reprendre la parole pour que vous soyez à égalité de temps. Sami Ousseddiq, nous parlions tout à l'heure de perspectives possibles en l'état, en l'occurrence dans une situation aussi sombre. Comment voyez-vous les choses? Comment elles vont se développer? Écoutez, tout d'abord, je voulais vous dire qu'effectivement, les choses sont... S'il y a bien une question qui résume notre situation, c'est un énorme point d'interrogation. Parce que la situation économique est éminemment compliquée, parce que la question politique, vous la connaissez, et aujourd'hui, on a un empilement de crises. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important. C'est que bien souvent, nous voulons faire en se disant ça nous est déjà arrivé. C'est faux. L'Algérie est à la croisée des chemins. C'est une crise inédite dans l'Algérie contemporaine et indépendante. Je crois qu'il faut véritablement peser ces mots. Il faut avoir le sens de la responsabilité de l'histoire. Commenter les clans, les noms, c'est bien, mais c'est largement insuffisant. C'est largement insuffisant parce qu'il va falloir demain, la crise arrive. Vous savez, le mur sur lequel on va aller se projeter, il est là. Et croyez-moi, malheureusement, ce n'est pas ce que je souhaite, mais malheureusement, il va y avoir du sang et des larmes. Ce qu'on ne dit pas aux Algériens. Je pense que demain sera extrêmement difficile. Il nous faut aujourd'hui, puisque vous parliez du monde, ce qu'attend le monde de nous, hein, c'est d'abord un pays stable. Aujourd'hui, en termes d'opposition, nous ne sommes pas capables de constituer une alternative raisonnable à ce qui se passe. C'est là notre grand problème. C'est bien de commenter ce qui se passe au pouvoir. Encore faut-il avoir soit la possibilité, la volonté, l'énergie, la capacité, la responsabilité d'effectivement d'agréger les forces de progrès et les forces démocratiques. C'est pour moi un des enjeux essentiels. Le commentaire politique, c'est bien. L'action, c'est encore mieux. Alors, vous me dites demain. Demain, il faut dire aux Algériens que l'avenir peut nous appartenir. Je dis peut, je ne dis pas qu'il nous appartient. Mais cela, il y a des critères. Il y a le retour de l'éthique, il y a le retour du travail, il y a le retour de la responsabilité, il y a la fin du système RCR, rente, corruption, redistribution. Ce système est obsolète. Je regardais il y a dans les journaux, les Algériens étaient contents qu'ils puissent aujourd'hui importer des véhicules en dehors des concessionnaires. Mais la grande question, ce n'est pas de pouvoir importer, c'est de pouvoir savoir si nous aurons les moyens encore de manger dans quelques années. Cette question, il faut que tous les Algériens se la posent. Au-delà de la question, effectivement, des clans, qui est importante, hein, je suis d'accord avec vous, hein, mais il suffit d'être juste des commentateurs. Il faut être des acteurs politiques. Par le bas, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, le métier d'opposant en Algérie est un métier éminemment compliqué. Mais par contre, rien ne nous empêche d'unifier notre position, d'avancer. La Tunisie, permettez-moi juste et j'en finis, la Tunisie, dans plusieurs domaines, nous a donné, en tout cas politique, nous a donné une leçon. Il convient aujourd'hui que nos hommes politiques soient matures. Et c'est très important que nous, qui portons la parole politique, le discours et l'action, nous soyons véritablement au rendez-vous de l'histoire. Sami Ousseddiq, merci. Abdou Sommar, merci. L'arbi Zouimi, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Salama.